Je me présente, je suis France Levert, je suis sur le conseil d'administration que je préside du groupe Écosphère et ça nous fait grand plaisir d'accueillir aujourd'hui une activité organisée par la Coalition Climat Montréal, donc un panel qui porte le titre de faire d'une pierre deux coups, quelles sont les meilleures stratégies d'action pour faire face simultanément aux enjeux de la COVID-19 ainsi qu'à ceux du réchauffement climatique, puisque ce qu'on peut se dire, c'est qu'une pandémie comme celle que l'on vit maintenant et la situation dans laquelle elle nous a amenés tous, ce ne sera pas la dernière. Donc, est-ce qu'on peut tirer certains enseignements de ce qu'on vit? Et puis, on est dans un contexte d'urgence climatique. Alors, c'est un petit peu de questions en rapport avec ces éléments-là, ces préoccupations-là, d'envisager des solutions. Donc, il y a des gens qui sont ici qui travaillent vraiment sur des solutions qu'on va discuter ensemble avec trois personnes, plus Mathieu aussi, qui est de la coalition, qui va aider à la co-animation. Donc, dans le désordre peut-être, là, donc on accueille Madame Cécile Bull, professeure en immobilier durable au département de stratégie et responsabilité sociale et environnementale à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Elle est co-titulaire aussi de la chaire internationale sur le cycle de vie au CIREC, donc Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services, et membre du comité de direction du Centre interuniversitaire en opérationnalisation du développement durable. Donc, elle a de multiples expériences et formations, génie chimique, doctorat, analyse de vie, on l'a dit, immobilier durable. Et elle va nous parler d'un projet extrêmement intéressant que j'ai eu la chance d'entendre parler déjà quelques temps comme membre du conseil exécutif du Front commun pour la transition énergétique sur lequel je siège aussi. Alors, on a également Joey El-Khoury, Joseph ou Joey pour les familiers, qui a dit déjà bonsoir à tout le monde, donc qui est chargé de cours au HEC Montréal en innovation sociale, responsabilité sociale des entreprises, développement durable, chargé de projet aussi en entrepreneuriat social au pôle IDEOS ou HEC Montréal aussi. Il est doctorant aussi en sciences humaines appliquées et sa recherche porte sur le rôle de la société civile dans la transition écologique urbaine. Donc, un sujet qui va être très au cœur de nos échanges aujourd'hui. C'est un membre actif de la Coalition Climat Montréal. On se croise là-dedans depuis déjà un certain temps, avec grand bonheur. C'est un passionné de la permaculture et il participe à toutes sortes d'initiatives de transition, entre autres dans son quartier, Saint-Henri, avec sa petite famille. Alors, bienvenue, merci d'être là. Et puis, Normand Baudet, le dernier dans l'ordre que je présente, mais non pas le moindre du tout. Donc, qui était formé à l'Université McGill en gestion des ressources naturelles renouvelables et sciences d'environnement. Il fait partie de l'équipe de la déclaration d'urgence climatique, donc qui est très, très actif. Je lisais, je ne sais pas combien on en est rendu, mais juste au niveau des municipalités, il y a comme 370 municipalités du Québec qui ont signé des déclarations d'urgence climatique. Et ce n'est sûrement pas les derniers chiffres. Leader d'équipe pour Réalité climatique Canada, il a cofondé aussi le Centre de recherche sur la non-violence, un des principaux organismes en prévention des violences basés à Montréal, qui est des organismes extrêmement importants par les temps qui courent. Et puis, il est père de 3 enfants, ce qui n'est pas le moindre des choses non plus. J'en ai 3 aussi. Moi, je suis grand-mère en plus. Alors, voilà. Donc, bienvenue pour ce panel. Merci d'être là puis de nous entretenir de ces sujets-là. Et puis, je vous cède la parole. On va vous entendre donc chacun une quinzaine de minutes avec échange. Je pense que Joey peut revenir avec un petit peu le déroulement convenu ou Mathieu. Et puis, donc, si vous avez des interrogations, ne vous gênez pas pour écrire dans la section conversation et on va s'assurer que vos interrogations sont acheminées aux personnes du panel. Et puis, merci d'être là.
À vous. Merci beaucoup, France. Merci beaucoup. Alors, c'est correct si je partage mon écran maintenant? Oui, Oui, tout à fait. super. Alors, voilà de nouveau le titre qui a été choisi pour notre activité en ce début de soirée, faire d'une pierre deux coups. Quelles sont les meilleures stratégies d'action pour faire face simultanément aux enjeux de la COVID ainsi qu'à ceux du réchauffement climatique? Une activité qui vous est proposée par la Coalition Climat Montréal. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas la Coalition Climat Montréal, c'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 2015 et c'était la coalition Climat Montréal qui a catalysé et facilité la consultation publique qui a eu lieu en 2016 sur la réduction de la dépendance de Montréal aux combustibles fossiles, aux énergies fossiles. C'était à ce moment-là une des consultations publiques les plus réussies en termes de nombre de participants et de nombre de mémoires qui avaient été déposées sur cet enjeu-là de la dépendance montréalaise aux énergies fossiles. Et à partir de ce moment-là, c'est suite à cette consultation publique qui a été fondée, incorporée, la Coalition Climat Montréal en tant qu'organisme à but non lucratif, avec l'objectif de prendre les 15 recommandations qui étaient ressorties de cette consultation publique et de commencer finalement le travail pour que ces recommandations-là soient idéalement implémentées et mises en action. Alors aujourd'hui, la coalition climat, il y a à peu près plus de 1000 signataires de la déclaration Montréal ville carboneutre d'ici 2042. Pourquoi 2042? Ça représente le 400e anniversaire de la ville de Montréal. Alors il y a un peu cette vision pour dire que ça serait le fun d'offrir aux citoyens de Montréal une ville carboneutre pour fêter le 400e anniversaire en 2042. Il y a plus de 60 organisations qui sont membres de la coalition, plus de 2000 sympathisants, des volontaires et surtout aussi une équipe de 36 ambassadeurs sectoriels, que ce soit en transport, en énergie, en consommation, au niveau du secteur industriel, bref, dans plusieurs différents secteurs, plusieurs communautés aussi montréalaises qui sont représentées et qui composent cette coalition-là. Alors, c'est une coalition pas juste, je dirais, d'écologistes bien ancrés dans leur compréhension des changements climatiques, mais aussi vraiment une diversité de Montréalais et Montréalaises et de groupes qui ont finalement à cœur la crise climatique, qui veulent agir au niveau de leur ville. 4 piliers de la déclaration pour une ville carboneutre, mise en place d'un budget de carbone, assurer que chaque année, il y a un inventaire des émissions de gaz à effet de serre qui est réalisé par la ville pour comprendre ces émissions-là. Aujourd'hui, c'est aux 3 ans. Alors, on n'a pas vraiment une lecture annuelle des émissions de gaz à effet de serre. Troisième pilier, ce serait de mettre en place des tests climat pour tout projet majeur d'infrastructure sur le territoire montréalais pour voir si finalement les projets passent un test climatique. Est-ce que ça cadre dans les objectifs de décarbonisation ou non? Finalement, c'est un critère qu'on doit vraiment intégrer de plus en plus dans nos infrastructures. Et au final, le dernier pilier, mais non le moindre, c'est de dire qu'une transition vers la carboneutralité, une décarbonisation rapide, drastique, telle que la science le demande, va être difficile à réaliser si on n'embarque pas une mobilisation massive des citoyens montréalais dans cette transition écologique-là. Alors la démocratie participative est vraiment un point névralgique, je dirais, de cette transition-là. Alors, depuis 2015 jusqu'à avant la COVID, la coalition se penchait vraiment sur cette mission-là qu'elle s'est donnée. Et bon, je pense que cette image résume très bien le nouveau contexte dans lequel on est, on ajoute la crise de la santé avec la COVID, récession économique, la crise climatique et
aussi ne pas oublier la 6e extinction massive de la biodiversité, la première qui est finalement induite par les activités humaines, qui est une crise en soi et qui vient ajouter à cette multitude de crises auxquelles notre société fait face aujourd'hui. Alors, comment essayer de mettre en place des actions qui vont nous permettre de répondre tant à la crise climatique qu'à la pandémie de la COVID, ainsi que d'autres enjeux? Voilà 3 questions que le comité qui a organisé cette activité ce soir nous propose et sur lesquelles on aimerait échanger. Alors, chacun de nous, les intervenants, on va répondre à une de ces questions-là, pas répondre, mais en tout cas proposer des pistes de réflexion sur chacune de ces questions-là à travers nos interventions. Et on va en discuter ensemble et bien sûr avec tous les participants. On veut vraiment avoir de beaux échanges à ce niveau-là. Alors, première question, quelles sont les similarités entre la crise pandémique de la COVID et la crise climatique? Quelles sont les différences? Deuxième question, serait-il judicieux, pragmatique de développer des solutions pour permettre aux sociétés humaines de développer une meilleure résilience face à ces deux types de crises, tout en éménuisant les facteurs qui ont permis leur éclosion et leur propagation? Et si oui, comment est-ce qu'on peut encourager les initiatives citoyennes pour faire évoluer les modes de gouvernance au niveau de la ville de Montréal afin que nos actions et stratégies collectives garantissent une résolution positive des crises actuelles au bénéfice de tous? Voilà, alors sans plus tarder, notre premier intervenant, c'est Normand Baudet, comme France nous l'a introduit, qui est très actif au niveau de la DUC et Réalité climatique Canada, qui va commencer à ouvrir la discussion sur la première question, proposer des pistes de réflexion sur les similarités et les différences entre la COVID et la crise climatique. Alors Normand, merci encore une fois et la parole est à toi. Je veux partager mon écran. Oui, parfait. Ça va? Tout le monde voit l'écran? Oui, donc, on commence. En fait, merci de l'invitation à ce panel-là. C'est toujours un grand défi d'essayer de déterminer quelle peut être l'orientation du travail face à un enjeu majeur, aux enjeux majeurs climatiques auxquels on fait face. Je vais commencer par me situer. Je suis au Centre de ressources sur la non-violence. Je suis responsable au Centre de ressources sur la non-violence de la mobilisation citoyenne. Donc, mon travail depuis une douzaine ou une quinzaine d'années, c'est de travailler avec les associations syndicales, les associations étudiantes et au cours des 5 dernières années, beaucoup avec les groupes environnementaux sur la planification, le développement, la réflexion sur des stratégies de mobilisation. On a été approché par les gens qui travaillaient contre Énergie Est. À un moment donné, on cherchait à déterminer une stratégie globale de lutte citoyenne. Donc, j'ai travaillé sur ce dossier-là à développer une stratégie où on utilisait un peu l'eau potable comme enjeu clé sur lequel faire échouer le projet Énergie Est, ce qui semble d'une certaine façon, en tout cas, avoir fonctionné. Et là, l'équipe de la déclaration d'urgence climatique ont entendu parler un peu de mon travail avec Action Environnement à Basse-Laurentide et on m'a demandé de travailler à développer la stratégie de déploiement de la déclaration d'urgence climatique, ce que j'ai fait. Donc, je pèse sur mon piton et ça ne semble pas changer. You are sharing. Donc, mon PowerPoint ne semble pas fonctionner. Ou avec tes flèches, t'es capable. Avec la clé. Il faut cliquer sur l'image. Désolé, on change constamment d'interface. Je pense que je dois en utiliser une demi-douzaine de ce temps-ci. OK. Donc, la déclaration d'urgence climatique, en fait, c'est une déclaration qui a été transformée, qui regroupait les éléments fondamentaux de la science
et qui essayait en une page de refléter le mieux possible quelle était la réalité actuelle, et on l'a transformé en un outil, on a développé une démarche citoyenne pour l'utiliser. Bon, comment qu'on fait pour reculer maintenant? Est-ce qu'il y a des flèches? Ah, OK. Non, ça avance. Savez-vous comment on recule sur cette interface-là? Je pense qu'il y a des flèches en bas de l'écran, si je me Ah oui, trompe. OK. Bon, j'ai trouvé. OK. All right. Bon. Donc, effectivement, on a ici la déclaration d'urgence climatique qui était un outil. Cet outil-là, en fait, servait à quoi? Servait aux citoyens pour aller déposer la déclaration dans les gouvernements de proximité. Donc, on avait tout développé la méthodologie et on filmait les dépôts par les citoyens. Donc, les citoyens qui avaient l'intention de déposer, on allait les filmer et on diffusait dans les médias sociaux la méthodologie pour être capable de faire le dépôt des déclarations. Donc, bon, on a ici les éléments fondamentaux. C'était des éléments quand même assez connus. Augmentation de la température, les indicateurs scientifiques qui montraient qu'on était en crise, l'action inadaptée des acteurs politiques actuellement. Donc, et la déclaration disait simplement, nous, citoyens, déclarons que nous sommes en urgence climatique et demandait aux élus de pouvoir d'endosser cette déclaration-là. L'idée derrière ça, c'était de stimuler l'action citoyenne, d'inspirer les gens, de leur donner un outil qui faisait en sorte que les citoyens pouvaient par la suite passer à l'action. Et l'idée aussi d'aller dans les MRC et les municipalités, c'était de faire en sorte que tous les gens puissent agir près de chez eux. Donc, c'était ça la logique derrière, et c'est ce qui a fait en sorte que, en fait, la campagne est devenue un peu, on dirait virale, et on s'est ramassé, en fait, avec une campagne qui a passé d'une campagne. Est-ce qu'on voit mon curseur? Oui. Donc, d'une campagne qui était plus montréalaise, on est rendu en fait à 515 municipalités qui ont déclaré l'urgence climatique à travers le Québec. La campagne est devenue internationale et sous l'impulsion de la campagne, en fait, la campagne internationale qui était coordonnée en Australie a pris son envol, en fait. Donc, ça a déclenché un processus en additionnant le nombre de déclarations qu'on avait au Québec à la campagne mondiale, et ça a créé un momentum où maintenant on est rendu à près de 2000 municipalités à travers le monde qui ont déclaré l'urgence climatique. La campagne en Australie, en fait, fonctionnait déjà depuis 2 ans quand on a commencé, mais elle était comme un peu là, dans un état de... Elle évoluait pas rapidement. Donc, on a permis en fait de propulser la campagne internationale. C'est pas tout après ça de faire en sorte que les municipalités, les gouvernements de proximité déclarent l'urgence climatique. Après ça, bien entendu, il faut leur dire qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, on est sorti avec les chantiers d'urgence climatique, qui est une série de chantiers qui touchent un paquet de secteurs et qui font en sorte un peu de définir quelles seraient les priorités en situation d'urgence climatique. Donc, vous pouvez voir que ça touche les politiques, ça va toucher l'idée des projets en lien avec l'arrêt de l'utilisation des énergies fossiles, on parle de la consommation, on parle du chauffage des bâtiments, mais on a essayé de déterminer ça en termes de priorité au niveau de l'urgence. Il y a 2 chantiers auxquels j'attirerai votre attention, les chantiers 10 et 11, qui sont des chantiers qu'on appelle de résilience, permettant aux communautés de se redresser plus facilement suite à un choc, soit un choc climatique, météorologique lié au changement climatique ou aux perturbations climatiques, ou suite à un choc lié même à une crise sanitaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans les chantiers d'urgence
bon, j'ai pas le temps, on a 15 minutes, là, c'est une présentation qui est faite pour être beaucoup plus longue. Une des choses qui ressort, c'est dans les documents, bon, on parle de reconnaître l'urgence climatique, quoi faire, des chantiers urgents, mais on parle de prioriser les actions locales. Et ce qui semble ressortir des travaux qu'on a faits, puis aussi j'ai participé au Front commun pour une transition énergétique, le Québec Zen, le plan de transition, ce qui semble ressortir, c'est la priorisation des actions locales. Et un élément qui ressort aussi, c'est la question de l'incroyable vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement mondialisées actuelles. Et ce sont des éléments actuellement qui ressortent à l'intérieur de la plupart des observations qui ont été faites jusqu'à présent. Donc, je n'irai pas dans le détail à ce niveau-là, mais en fait, on doit se poser la question maintenant, là, puis c'est une source de profonde préoccupation avec les facteurs qu'on voit émerger. Par exemple, on voit actuellement que la glace ne se fait plus dans l'Arctique. On voit d'autres phénomènes qui émergent. On a eu notre séquence de canicules au Québec assez historique durant l'été. Et là, on se demande si on ne va pas se ramasser dans des situations comme la Californie et l'Australie. Donc, on se dit, est-ce qu'on a encore du temps pour en arriver à mettre en œuvre des solutions? Dans la campagne de déploiement des chantiers qu'on a commencé, on a commencé juste avant la pandémie, donc on a dû arrêter la démarche. On a fait des tests d'endossement des chantiers d'urgence climatique. On s'est rendu compte que endosser des chantiers, ça demandait une compétence beaucoup plus profonde puis une connaissance beaucoup plus approfondie que simplement reconnaître une déclaration d'urgence climatique. Donc, on n'a pas trouvé encore la formule de contamination ou la formule de viralité pour lancer les chantiers d'urgence climatique. Et on s'est rendu compte que nos documents, quand même assez élaborés, donnent un peu des vertiges aux instances locales. On sent que, contrairement à lorsqu'on a lancé la déclaration d'urgence climatique, les citoyens allaient faire reconnaître la déclaration d'urgence, les gens lisaient la page que représentait la déclaration d'urgence et réalisaient en fait que, oh, OK, c'est quand même relativement simple, ça met des mots sur ce qu'on voyait, ce qu'on observait dans les municipalités, mais on n'avait jamais mis de mots dessus. Les chantiers, c'est autre chose, c'est-à-dire qu'il faut des gens qui sont prêts, qui comprennent suffisamment bien les assises sur lesquelles on doit bâtir et sont capables de mettre en œuvre et de mobiliser et de convaincre des gens de passer à l'action. Donc, le constat qu'on commence à faire avec les chantiers, c'est que c'est une entreprise qui va s'avérer pas mal plus intense en termes de travail et un énorme défi de viralité. Je vais passer plus vite. On est en situation de zoonose, c'est-à-dire de contamination sanitaire causée par la perte de biodiversité et transmission d'infections par le biais d'animaux. Il faut toujours réaffirmer ces faits-là. On dirait que les gens l'oublient, qu'on est dans une problématique à caractère environnemental. Ce que j'essaie de montrer ici, en fait, c'est le fait que bon, c'est quelque chose dont on connaît le processus assez clairement. Et autre chose, c'est que ce n'est pas la première fois. Il y a eu le MERS, le SRAS, l'Ebola. D'ailleurs, il y a des pays, mon collègue qui est originaire du Congo, dit constamment que lui, les épidémies, ça le fait partie un peu de sa réalité d'enfance. On en fait un gros plat ici parce que c'est une première fois, mais eux sont relativement habitués à ces réalités-là. C'est comme si la nature, parce qu'on me demande de faire le lien avec la situation actuelle, c'est comme si la nature nous imposait une pause. On est comme arrivé face à la nécessité d'arrêter le rouleau compresseur, puis on doit commencer à penser à des réformes majeures et à des plans de relance. Mais ce qui est particulièrement intéressant pour les gens qui s'intéressent aux enjeux climatiques et moi qui est passionné des stratégies,
c'est le fait que on essayait de convaincre les gens que leur situation économique, leur organisation économique, elle était incroyablement vulnérable avant la crise, et c'était difficile de persuader les gens. Mais là, il semble que l'environnement a créé les conditions pour que les gens reconnaissent leur profonde vulnérabilité et la vulnérabilité face à un système qui est hyper centralisé et hyper fragile aux différents électrochocs qu'une crise climatique peut nous apporter. Et là, on le voit avec une crise sanitaire. Donc, la pandémie, aussi ironique qu'on puisse le penser, nous fait réaliser et a changé la perspective avec laquelle les gens regardent d'éventuelles ultérieures situations de crise. Maintenant, un gros défi qu'on a, puis auquel on va faire face, c'est est-ce qu'on va avoir superposition des crises? On a commencé à voir en pandémie cet été des canicules prolongées. Si les canicules atteignent des degrés importants de température jusqu'aux 45-50 degrés l'été prochain et ils se prolongent sur 3 semaines, 4 semaines, là, on va pouvoir avoir des méga incendies. Je regardais quand j'ai passé l'année dernière sur la côte nord, là, avec les ravages de la tordeuse des bourgeons d'épinette. Si le feu pogne là-dedans, là, c'est le désastre sur la côte nord. Hein? Donc, puis là, ça pourrait arriver en pleine pandémie en plus. Fait que, dorénavant, je pense que les gens réalisent que leur monde, leur confort et leur indifférence n'est plus possible. Heureusement, actuellement, il y a énormément de travail citoyen qui est en train de se faire. On a le pacte qui vient d'annoncer qu'eux autres, ils arrêtaient un peu leurs activités pour se regrouper à l'intérieur de d'autres campagnes qui ont lieu, mais le pacte comme tel. Mais le pacte avait sorti ses 101 idées politiques pour faire face au changement climatique. Il y a Québec Zen, qui a sorti son plan, qui va sortir en fait, je crois, la semaine prochaine ou très bientôt en tout cas, qui va annoncer son plan, son projet zéro émission nette pour le Québec. Donc, les citoyens ont fait leur devoir. Chacun de ces documents-là ont une 50aine de pages. Donc, c'est quand même une quantité de travail imposante qui a été faite. Donc, il y aurait réellement une prise de conscience pour s'outiller et être capable de faire face à des chocs. Et le travail de recherche qui devait être fait et de regrouper les informations actuellement est fait par les groupes citoyens. Donc, on est dans une situation où les gens ont pris le temps de réfléchir. Stratégiquement, on doit s'orienter vers une direction, une remobilisation. C'est là-dessus que les organisations se penchent actuellement. Il y a d'importants rendez-vous qui s'en viennent. Dans les prochaines années, au cours de la prochaine année et demie, on va avoir campagne électorale fédérale. On va avoir, là je me rends compte, oui, OK, je n'étais pas sûr si j'avais la bonne slide que j'avais modifiée. Là. Campagne électorale municipale, campagne électorale provinciale, campagne électorale fédérale. J'aimerais souligner pour les gens qui sont impliqués dans les organisations environnementales, qui ont été impliqués au niveau de la vaste campagne de la déclaration d'urgence climatique, qu'on est dans un contexte où l'utilisation des campagnes électorales est un excellent levier pour propulser des enjeux. Et il faut être prêt, lorsque ces événements-là arrivent, pour propulser les enjeux qu'on veut mettre de l'avant. C'est pour ça qu'il y a comme un sprint à faire actuellement au niveau stratégique pour essayer de faire en sorte qu'on soit prêt le moment venu. Il y a énormément de contenu qu'on peut mettre en place, qu'on peut organiser. Je n'ai pas le temps, malheureusement, de passer au travers dans les 20 minutes ou 15 minutes qui me sont imparties, mais il y a énormément de contenu qui peut être organisé, structuré et devenir, pour un paquet de personnes qui se présentent dans une campagne électorale, quasiment
une plateforme électorale. Donc, il y a un énorme défi pour faire en sorte de mettre en forme l'énorme quantité de contenu qui a été mis en place par les citoyens pour faire en sorte que parce qu'on va avoir des campagnes électorales qui vont être dans un environnement où les gens reconnaissent une vulnérabilité. On a là une vitrine. Là, je vous donne un scoop ce soir. Actuellement, on est en train de travailler à la stratégie, à une réflexion sur la stratégie de déploiement. Il y a 2 stratégies qui commencent à émerger. Une stratégie qui est en lien avec le projet GNL, sur lequel il y a un BAP actuellement, puis sur lequel on va avoir le premier BAP pour GNL Québec. Après ça, on va avoir un autre BAP pour le projet Gazoduc, puis après ça, on va avoir un paquet d'étapes et un rapport. Et il y a possibilité, à l'intérieur d'une démarche comme celle-là, de faire du surf sur les procédures d'évaluation d'un projet comme celui-là. Et ce qui est particulièrement intéressant et ce qui a ressorti des mémoires qui ont été déposées la semaine dernière, c'est tout l'aspect des fonds publics qui vont permettre la réalisation de ce projet-là. Et en plus, le fait que Hydro-Québec semble être le seul et unique financier qui se monte la face. Tous les autres sont cachés derrière des paradis fiscaux. Donc, il y a une très belle opportunité pour que les véritables promoteurs, tu sais, l'industrie du gaz au Canada, c'est super simple. Tu as TransCanada, tu as Énergir, tu as Enbridge, tu as Suncor, puis tu as Canadian Natural Resources. Tu as 5 gros acteurs qui composent l'essentiel de l'industrie gazière et du lobby gazier depuis des décennies au Canada. Là. C'est sûr que ces gens-là sont derrière un projet comme GNL, ben, il faut les débusquer. Parce que ces gens-là se cachent actuellement et ne veulent pas être exposés. Donc, ça, c'est une orientation actuellement, la stratégie qui irait dans le sens d'exposer les véritables acteurs derrière ce projet-là. Il y a du travail à faire, à ramasser. Il y a des gens qui s'intéressent à ça. Je fais partie d'un comité de travail actuellement qui s'intéresse à développer une stratégie qui va dans ce sens-là. Un autre aspect sur lequel on travaille actuellement, c'est le fait que... Il est 17h33, là, alors le temps avance beaucoup, beaucoup. OK. Intéressant, juste... 2 petites minutes. OK. Je termine. L'autre élément, c'est que vous savez qu'il y a un énorme patrimoine religieux à travers le Québec qui est au cœur de chacune des communautés. Chacun des rapports d'inventaire qui ont été faits par les citoyens sur les actions à prendre, il y a 2 constats qui semblent ressortir fortement. Le fait qu'il faut agir localement partout sur le territoire québécois et il va falloir avoir des lieux où on est capable de mettre en œuvre des initiatives précises au niveau, par exemple, du partage de véhicules électriques, au niveau de pôles agroalimentaires, au niveau de... Bon, je pourrais faire une énumération d'une foule de choses, là. Et il va falloir des endroits pour faire ça. Et on a des lieux actuellement physiques dans chaque village du Québec qu'on a abandonnés et qui sont en manque de vocation actuellement, pour lesquels on doit trouver une vocation qui répond à une nécessité. Donc, on serait en mesure de convertir plusieurs lieux patrimoniaux en des petits pôles de lutte au changement climatique dans les diverses communautés. Je termine là-dessus. Des termes clés qu'il faut retenir dans les démarches qu'on met en œuvre actuellement. La démondialisation, c'est-à-dire on doit revenir au renforcement de nos communautés. Je fais un lien avec la campagne électorale aux États-Unis. Vous avez vu la carte, quand on prend la carte territoriale américaine, c'est rouge partout. Quand on prend les votes par nombre de votes, ça devient bleu, mais dans les grands centres urbains.
tous les votes se sont faits. Donc, on semble avoir une élection qui vient de se dérouler comme un référendum entre les milieux ruraux et de ressources et les centres urbains. La même chose se fait au Québec avec l'élection de la CAQ. Et là, il faut avoir cette réflexion-là. On parle aussi d'une biorégionalisation des approvisionnements. S'approvisionner en priorité dans les biorégions, c'est les éléments, à mon avis, sur lesquels on peut tabler pour commencer à ériger une stratégie. Donc, ça fait la fin. Malheureusement, je passe très vite un volume important de contenu. Mais bon, on aura l'occasion d'en discuter. Désolé. Merci infiniment, Normand. Merci infiniment. C'est toujours, voilà, c'est toujours super intéressant d'être à ton écoute et en tout cas pour moi, c'est une mise à jour de ce que tu es en train sur les choses sur lesquelles tu travailles présentement. Et ouais, c'est bravo encore une fois et merci. Je vais peut-être, voilà. Alors, on prend 5 minutes pour prendre des questions de tout le monde qui participe à cette activité aujourd'hui, que ce soit sur le chat. Alors, vous pouvez poser vos questions sur le chat ou bien via la page Facebook de la Foire Écosphère. Alors, n'hésitez pas à partager vos questions. Mathieu, merci pour ton aide à spotter les questions qui s'en viennent ou qui sont déjà posées. Oui, effectivement, je vais y veiller. Donc, simplement, s'il y a des gens du public qui veulent poser des questions, 2 options. Donc, si vous êtes connecté via Zoom, c'est d'envoyer vos questions dans le chat. Sinon, si vous êtes connecté via Facebook, c'est d'envoyer vos questions directement sur Facebook. Et puis, les gens d'Écosphère vont retransmettre les questions. Donc, sur ce, je te relance la parole, Joey. Super. Ben, en fait, moi, je relance la parole, la balle à Cécile, peut-être qui voudrait commencer par réagir à l'intervention de Normand. Oui. Merci beaucoup. Oui, moi j'ai plein de questions. Effectivement, moi aussi. En fait, plein de commentaires, plein de réflexions à la suite de l'écoute de la présentation que j'ai trouvé très, très intéressante. J'ai beaucoup aimé cette notion de prise de conscience de notre vulnérabilité. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui en ce moment est clé et qui est en train de provoquer un virage. Moi, je me pose la question, est-ce qu'on n'est pas trop optimiste quand on dit que ça risque de provoquer des crises de conscience, des prises de conscience et qui vont faire en sorte qu'on va aller vers quelque chose de plus durable? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'effet inverse? Est-ce que certaines personnes ne vont pas prendre conscience que quand elles sont en ville, elles sont enfermées dans un milieu qui, une fois qu'on se retrouve en confinement, est peut-être beaucoup moins vivable que d'être à la campagne, donc essayer de s'éloigner de la ville, de l'étalement urbain, plus de déplacements. Moi, je vois plein d'effets rebonds potentiels très, très dangereux. Je vois les deux, en fait, je vois les 2 avenues devant nous. Je vois la possibilité d'une prise de conscience de notre immense vulnérabilité et qui entraînerait vraiment un virage dans la bonne direction, mais je vois aussi un risque énorme d'effets rebonds inverses vers des comportements qui vont entraîner une augmentation des impacts environnementaux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et comment est-ce qu'on peut éviter ces effets rebonds? Comment est-ce qu'on peut réfléchir à se doter de stratégies pour que ce soit un réveil et non pas, au contraire, quelque chose qui nous entraîne dans la mauvaise direction? La question est à moi? Oui. Écoutez, je dirais que moi, je milite depuis que j'étais étudiant, là, donc je n'ai jamais arrêté. Et en fait, mon constat, c'est que en tant que militant, on est très malheureusement anthropocentriste. C'est-à-dire qu'on s'imagine, puis on aimerait bien, puis on souhaiterait bien être le vecteur de changement. Malheureusement, c'est très peu souvent le cas. J'ai travaillé sur les luttes anti-raciales contre l'Afrique du Sud, anti-apartheid dans les années 80. On a travaillé contre l'établissement d'une base militaire de l'OTAN dans le Nistessinan, dans le Grand Nord du Québec. On a travaillé sur énormément de dossiers et la plupart du temps, le changement est plutôt conjoncturel. Par contre, le travail militant, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il prépare le terrain. Hein? Si tu essaies d'aller jardiner là, au mois de juin l'année prochaine, puis tu n'as pas préparé ton sol l'année d'avant, tu risques de ne pas avoir
trop de résultats puis d'avoir pas mal de bébites, tu sais. Mais si tu as préparé ton sol puis tu as bâti tes cycles écologiques à l'intérieur de ton sol l'année précédente, puis tu as nourri, puis après ça, tu arrives au printemps puis tu rajoutes un peu de fertilisant là, naturel, puis ben là, tu as des chances d'avoir des récoltes, tu sais. Et positif et négatif, ben, on peut dire que bon, la zoonose actuelle, c'est pas très positif. Par contre, la prise de Non, conscience non, de vulnérabilité peut devenir un accélérateur important. Maintenant, pour le climat, est-ce que la crise actuelle a été positive ou négative? J'ai bien de la misère à pouvoir répondre à cette question-là. Par contre, c'est de l'ordre du militant de faire en sorte de dire que là, il y a une opportunité, puis travaillons dessus et profitons-en. Moi, je pense qu'on fait du surfing comme militant tout à fait. sur Et moi, des opportunités. moi, je parlerai plus en tant que scientifique qu'en tant que militante, mais je trouve que aussi OK. par rapport à la science, Mhm. on a rarement vu une époque où les scientifiques ont été autant écoutés. Et je pense que justement, on a cette question de science, de citoyens et de prise de conscience justement de la situation. Je pense que cette crise-là, au-delà de nous faire prendre conscience de notre vulnérabilité, fait en sorte que pour la première fois, on écoute autant de scientifiques, que ce soit au niveau des médias, que ce soit au niveau des gouvernements et au niveau des citoyens. Donc je pense que cette question de lien et d'accompagnement par la science, c'est aussi quelque chose de très très positif qui ressort de cette situation qui est très très négative. C'est que et je le vois énormément dans le domaine environnemental, si on cherche à faire des parallèles entre les deux crises, justement, et puis est-ce qu'on peut bénéficier de l'une pour éviter l'autre et pour prendre le virage avant, en quelque sorte. On a rencontré un premier mur, est-ce que ça peut être l'occasion de tourner avant de rencontrer le second? Mais je pense que dans les éléments importants, cette question de lien entre justement les activistes, les scientifiques, les citoyens et les gouvernements, c'est quelque chose, on est ensemble dans le même bateau et on va dans la même direction. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez unique et qui est très, très important. Merci beaucoup pour d'avoir réagi sur ces points-là, Cécile. Effectivement, moi aussi, j'avais noté la vulnérabilité et puis je me posais la même question, jusqu'à quel point est-ce que il y a cette prise de conscience qui amène à un changement positif, ou plutôt, bon, il y a les effets rebonds, comme tu mentionnais, par rapport à l'étalement urbain, et en même temps aussi, il y a aussi ce désir dans certaines parties de la population de vouloir retourner à comment les choses étaient avant, et plus de stabilité, de dire ben, on veut retourner à nos acquis d'avant, et surtout pas, n'amenez pas plus de changements. On le voit au niveau de Montréal. Il y a une grande tollée contre l'administration pour dire que ce n'est pas le moment de faire des pistes cyclables. On est déjà, nos vies sont chamboulées, ce n'est pas le moment d'en rajouter. Tandis qu'il y en a d'autres qui disent non, non, mais c'est le moment d'en rajouter parce que, comme tu dis, normalement, c'est la fenêtre d'opportunité où c'est là qu'il faut faire passer les choses. Mais pour beaucoup, en même temps, en tout cas, on pourrait s'étaler beaucoup dans cette discussion, bien sûr, et on va continuer à le faire, mais à travers l'intervention de Cécile maintenant, qui va nous faire passer à la deuxième question, qui est bien sûr en lien avec la première, mais en regardant plus spécifiquement quels sont les impacts des modes de consommation sur l'environnement et les liens avec la crise climatique, comment inspirer des changements de comportement massifs dans un contexte de COVID, où aussi nos modes de consommation sont en train d'être chamboulés. Et voilà, alors elle va nous permettre de décortiquer cette question-là. Merci Cécile encore une fois. Ton micro. Donc, voilà. Merci beaucoup. Donc, vous voyez mon écran et vous m'entendez en plus. Tout va bien. Donc, formidable. Donc, merci beaucoup, beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Je pense que c'est, comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'est un dialogue qui est essentiel, le dialogue entre les activistes et les scientifiques, entre les scientifiques et les citoyens. Donc, je vois cette invitation comme justement une opportunité de dialogue de laquelle je suis très, très reconnaissante. Donc, je vais vous parler, en fait, on vient de parler de l'enjeu
de créer des chantiers, de créer des actions. Qu'est-ce que l'on peut faire justement dans ce défi de carboneutralité? Et je pense que la première chose à faire justement, c'est de faire un diagnostic, de savoir où est-ce qu'on en est, de savoir qu'est-ce qui compte vraiment et comment guider nos actions. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est une réflexion sur l'impact de nos modes de consommation sur l'environnement. Donc, vraiment réfléchir à tout ce qui est consommation. Donc, je vais commencer par une petite introduction pour mettre en perspective la consommation par rapport à la production, quand on est en contexte québécois. Donc, c'est des chiffres que j'aime beaucoup partager, où on voit, donc sur le graphique ici, la barre qui est sur la gauche, c'est l'empreinte du territoire québécois. C'est ce que l'on déclare quand on fait des déclarations d'inventaire de rejets polluants à l'échelle nationale. On voit l'empreinte de tout le CO2 et tous les gaz à effet de serre qui sont émis au Québec pour produire, donc pour se déplacer, et ainsi de suite, mais à l'échelle du territoire. Donc c'est basé sur la production à l'échelle du territoire. Mais si on regarde avec une lorgnette un petit peu différente et qu'on regarde l'impact de ce que l'on consomme au Québec, et non pas l'impact de ce que l'on produit au Québec, et que l'on regarde le fait que ce que l'on produit localement, une partie va être exportée, ce que l'on consomme au Québec, une partie va être importée, va venir d'autres régions du monde, dans lesquelles peut-être que l'on n'aura pas les mêmes modes de production et surtout pas les mêmes modes de production d'électricité. Et par exemple, on va importer des produits des États-Unis, de la Chine, où les mix énergétiques, l'électricité, est principalement à base d'énergie fossile. Donc la barre de droite ici, ça représente l'empreinte carbone de ce que l'on consomme au Québec. Donc on voit que selon le portrait que l'on regarde, quand on produit relativement de manière plus propre par rapport à la manière dont on consomme, parce que quand on a des modes de consommation de nord-américains et que l'on est en train d'exporter nos impacts dans les régions qui fabriquent les biens que l'on consomme au Québec. Donc, basé sur ce constat-là, on peut se dire que regarder la consommation, nos modes de consommation au Québec peut être une stratégie très, très intéressante, un levier très, très intéressant pour essayer de réduire notre empreinte carbone, parce que peu importe où l'on émet des gaz à effet de serre, peu importe où j'émets mon CO2, c'est exactement les mêmes conséquences. Donc, si je ne l'ai pas émis au Québec, mais que j'ai importé un produit d'ailleurs dans lequel il y a ces émissions de carbone, je suis en train d'avoir exactement le même impact. Et donc, dans ce contexte-là, il y a eu une grande mobilisation citoyenne. La preuve en est, on est ici aujourd'hui tous ensemble. Et puis, une grande mobilisation citoyenne. Il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés. On a parlé du pacte tout à l'heure. Les scientifiques, les citoyens qui s'unissent pour essayer de mobiliser l'ensemble de la société autour de ces enjeux climatiques. Et par ailleurs, dans les actions que l'on amène, il y a souvent des intuitions trompeuses. Souvent, on va avoir des a priori sur il faut réduire ces gestes-là ou ces actions-là, mais on ne se rend pas compte qu'on focalise sur la pointe de l'iceberg et on déplace des impacts ailleurs sur le cycle de vie des produits que l'on est en train d'utiliser. Donc, c'est important de déjouer certaines intuitions environnementales qui sont trompeuses et d'outiller et de responsabiliser les citoyens pour les accompagner et les communautés pour accompagner tout le monde dans un changement de comportement efficace pour réduire l'empreinte associée à notre consommation. Donc, pour être capable de faire ça, on a besoin d'être capable d'abord mesurer. La mesure, pour moi, c'est essentiel. C'est ce qui va faire en sorte, ça va être la roue d'entraînement. C'est ce qui va faire en sorte que on va pouvoir avoir un levier d'action important pour changer dans la bonne direction et faire tout changer la production aussi, parce que si tout le monde choisit de consommer de manière plus durable, sans information, on est mal outillé. À partir du moment où on a l'information, on est en train de créer un levier d'entraînement très, très important pour tous les producteurs qui vont être mieux positionnés s'ils produisent de manière plus durable. Par ailleurs, une fois qu'on est capable de mesurer, on va être capable de focaliser sur ce qui compte vraiment et de poser des gestes efficaces pour réduire notre empreinte. Donc finalement, ça va nous amener à la réduction de l'impact, mais le tout passe par cette première étape qui est de mesurer les impacts. Donc on a commencé à se préoccuper de mesure des impacts selon une perspective cycle de vie, en se disant que ce que l'on voulait, c'était aussi un outil qui soit adapté au Québec et à nos modes de consommation au Québec, qui ne sont pas les mêmes que ceux d'autres régions du monde. On ne peut pas utiliser un outil européen et le transposer tel quel au Québec, parce qu'on a notre hiver, pendant l'hiver,
produire notre nourriture, c'est un défi, on ne peut pas le faire sans avoir des serres. On peut réfléchir aussi à toute la question de la densité de population qui est très, très diluée sur un grand territoire. Donc, la mobilité est un enjeu. On peut penser à toutes sortes de choses qui font en sorte le chauffage en hiver de nos bâtiments, qui font en sorte que nos modes de consommation sont très spécifiques au contexte québécois. Donc, on a besoin d'outils spécifiques pour le Québec. On a besoin de cette approche cycle de vie dont je vous ai parlé pour tenir compte de tout ce qui a lieu en amont dans le cycle de vie de nos produits, tout ce qui a lieu en aval lors de la fin de vie de nos produits, et non pas juste les impacts pendant l'utilisation des produits, parce que c'est très, très réducteur et qu'on oublie une grande partie de l'impact. Et on a besoin d'avoir des outils qui soient individualisés, qui permettent à chacun, parce qu'on n'est pas tous au même endroit dans notre cheminement en termes de réduction des impacts, qui puissent permettre à chacun, et puis pas seulement à l'individu, mais aussi à la communauté, mais aussi au gouvernement, mais aussi à l'entreprise qui veut mieux produire et qui veut réduire son empreinte et accompagner les citoyens, d'identifier quels sont les impacts environnementaux. Donc tout ça, c'est à l'origine d'un grand programme de recherche qui est en train de se mettre en branle en ce moment, qui s'appelle le programme de la boussole durable, dans lequel on a deux grands objectifs. Un premier objectif qui est de quantifier et d'informer les individus sur leurs impacts environnementaux, et un second qui est ensuite d'accompagner chacun là où il est pour adopter des comportements plus durables. Et ça s'articule en deux volets, un volet action avec la création de différents outils, des interfaces, des calculateurs, de la communication des connaissances sous différentes formes, de la vulgarisation, de la démocratisation des connaissances. Et en appui à tout ça, un volet recherche qui permet vraiment d'améliorer les connaissances pour rendre ces outils de plus en plus performants et de plus en plus précis pour accompagner chacun dans sa démarche. Et bien entendu, il faut que l'ensemble soit cohérent et que l'ensemble soit à la disposition de chacun pour démocratiser les connaissances. Donc, c'est basé sur l'analyse de cycle de vie. C'est quoi l'analyse de cycle de vie? En quelques mots très, très rapides, c'est une approche méthodologique qui permet d'aller regarder l'impact des produits sur l'ensemble du cycle de vie. Donc, par exemple, si je veux parcourir 1 kilomètre en voiture, il va falloir que je tienne compte de la production de l'essence, de la production de la voiture, de sa réparation, de l'extraction du pétrole, du raffinage, et ainsi de suite. Donc, l'ensemble des étapes nécessaires pour arriver à parcourir mon kilomètre en voiture. Et pour chacune de ces étapes, on va aller regarder toutes les émissions qui ont lieu. Donc, les émissions qui contribuent à l'effet de serre, mais aussi d'autres émissions qui vont contribuer, par exemple, aux effets des particules sur les effets respiratoires des particules, les émissions qui vont contribuer à l'acidification, les ressources que l'on va extraire. Et finalement, on va aller évaluer les impacts qui sont associés à ces émissions. Donc, pour l'effet de serre, on va retrouver notre fameuse empreinte carbone, mais on va être capable aussi d'aller regarder des dommages sur la santé humaine, donc tout ce qui est enjeu de santé environnementale, des dommages sur la perte de biodiversité. On peut aussi aller regarder des impacts en termes de à quel point est-ce qu'on dépasse les limites de la planète, donc quelles sont les limites planétaires et combien de planètes est-ce qu'il faudrait si tout le monde avait les mêmes modes de consommation que moi. Maintenant, si je veux appliquer cette approche méthodologique à nos comportements individuels, on va aller regarder les différents comportements, donc que ce soit notre alimentation, nos déplacements quotidiens, notre logement, nos achats, nos loisirs, et ainsi de suite. Et pour chacun, il va falloir aller faire une collecte de données, créer une base de données qui va nous permettre de comprendre pour chacun de nos gestes quelles sont les conséquences. Donc, si je prends l'exemple d'un déplacement quotidien, je vais devoir me demander c'est quoi mon véhicule, la quantité de carburant, la production des routes, les assurances, l'entretien de la voiture, le transport de tout ce qui a été nécessaire. C'est quoi les produits intermédiaires, par exemple, pour fabriquer ma voiture, le moteur, la carrosserie, les pneus. Pour mon moteur, c'est quoi les produits primaires, le métal, et ainsi de suite, et le cycle de vie de l'ensemble de ces produits primaires. Donc, en analyse de cycle de vie, on est déjà très bien outillé pour les premières étapes. Donc, tout ce qui est produits primaires, produits intermédiaires, on a des bases de données déjà existantes. Par contre, il faut aller documenter c'est quoi les produits et services consommés au Québec, comment ils sont fabriqués, comment est-ce qu'ils sont utilisés et c'est quoi nos comportements individuels. Donc, on est en train de travailler justement à documenter tout ça pour être capable ensuite de quantifier les impacts. On a commencé à le faire et on a commencé à créer ce qu'on appelle une base de données de la consommation, donc une base de données d'inventaire du cycle de vie de la consommation au Québec. Donc, l'idée, c'est d'être capable de quantifier l'impact associé à une quantité de fonctions qui est répondre aux besoins annuels de consommation
d'un individu moyen au Québec. On a pris en 2018 parce que c'est en 2018 qu'on avait des données statistiques disponibles sur différents éléments de consommation. Et on a commencé à regarder tous les axes de notre consommation, donc l'alimentation, le transport quotidien, le logement, les vêtements, etc., etc. Et on a utilisé d'abord un outil de criblage pour aller identifier, prioriser les axes sur lesquels mettre le plus d'efforts pour aller collecter des données, parce que pour l'instant, on a eu un projet avec un budget assez limité, donc on a commencé par prioriser. Donc on a utilisé, c'est un petit peu technique, mais une base de données entrée-sortie qui s'appelle ExIOBase. Mais qu'est-ce que ça fait, cette base de données-là? Ça me permet de dire, pour $1 dépensé dans tel secteur d'activité au Québec, j'ai telle quantité d'argent dépensé dans différents secteurs d'activité à travers le monde. On couvre entre 95%, je pense, de l'économie mondiale avec ça, donc en tenant compte de tous les imports, exports et échanges entre les secteurs d'activité. Et on va ajouter à ça les impacts en termes de gaz à effet de serre associés à chacun de ces secteurs d'activité à travers le monde. Donc ça nous permet d'avoir un portrait très, très flou de l'empreinte d'un ménage moyen au Québec. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit la part des différents éléments de notre consommation dans l'empreinte d'un citoyen. Donc, qu'est-ce qu'on voit qui est intéressant? Moi, j'ai été très, très surprise, par exemple, de voir que les vêtements, en moyenne, contribuaient à 11% de notre empreinte carbone, principalement dû non pas à des émissions au Québec, mais à des émissions là où nos vêtements sont tissés, sont produits. Mais on voit comme ça apparaître des choses qui, a priori, n'étaient pas forcément intuitives. Et on voit quelque chose d'intéressant, c'est qu'en couvrant 5 axes de notre consommation, donc les transports quotidiens, notre alimentation, le logement, les vêtements et les voyages, donc pour les vacances, on est en train de couvrir environ 80% de l'empreinte carbone des ménages au Québec. Donc, a priori, on va commencer par aller faire une collecte de données là-dessus pour avoir des données plus précises. Et pour les autres, déjà, ces données-là, qui sont moins précises, nous permettent quand même d'avoir un ordre de grandeur de quelle est la contribution de chacun de ces axes-là à notre empreinte carbone. Je ne vous demande pas d'aller regarder tous les détails, mais c'est juste pour vous donner une idée du travail qu'on a fait pour aller creuser pour l'un de ces axes-là, qui est l'alimentation. Donc, pour l'alimentation, on a fait notre version 0 de notre base de données, dans laquelle on est allé chercher justement, c'est quoi le menu d'un Québécois? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on gaspille? Comment est-ce qu'on transforme notre nourriture? D'où est-ce qu'elle vient? Comment est-ce qu'elle a été transportée? Comment est-ce qu'elle a été transformée? Avec quelle énergie? Avec quel emballage? Donc, toutes ces informations-là, on est allé les lister, les documenter pour nos façons de consommer au Québec. Et là, on a une première version de notre base de données qu'on a. Alors ici, j'ai un exemple de résultat que l'on peut obtenir à partir de cette base de données. C'est un travail qui a été fait par Geoffrey Dira en étroite collaboration avec l'équipe de la Boussole. Mais donc, où on est capable de voir justement l'empreinte carbone de nos aliments. Donc là, je vais passer avec vous tranquillement à travers ces graphiques-là parce que je pense qu'ils sont très riches et il y a énormément de travail pour arriver à ces petits graphiques-là. Donc, si on regarde ici la composition de l'assiette du Québécois moyen, on voit que 82% de l'empreinte de ce que l'on mange, c'est dû à la production de ce que l'on mange et de ce que l'on gaspille. Donc, c'est la production de nourriture qui domine l'empreinte carbone de nos aliments. Maintenant, dans ce 82%, on voit qu'on a 16% qui est dû au gaspillage alimentaire, et on parle juste ici du gaspillage alimentaire à la maison, ce que les gens ont acheté, qui aurait été comestible et qui ne sera pas mangé. On a 8% d'aliments perdus. Ça, ici, on parle plus de ce qui a été acheté mais qui n'aurait pas pu être mangé. La peau de l'orange, par exemple, ou les aliments, enfin les parties de l'aliment qui ne sont pas comestibles. Par ailleurs, on voit qu'on a un impact dû à la gestion des déchets, dont 0,6% qui est dû à la fin de vie de nos emballages. Et pourtant, la fin de vie de nos emballages, ça prend énormément de place dans ce que l'on voit. Quand je parlais de pointe de l'iceberg, on voit beaucoup l'impact de l'emballage, on voit moins l'impact du produit qui est emballé, et on voit ici toute l'importance de ce produit emballé qu'on veut protéger le plus possible. Donc, peut-être que des stratégies différentes vont émerger sur la base de ces chiffres-là. Par ailleurs, si on va dans la partie de droite du graphique, ce que l'on voit,
c'est que on a dans notre assiette des aliments. Donc ici, on a la quantité achetée de chacun de ces aliments, donc la part de l'aliment dans l'assiette en termes de masse, et puis la part de l'aliment dans l'assiette en termes d'empreinte carbone. On voit par exemple que les viandes et poissons, ça représente seulement 7% de la masse de ce que l'on achète, mais ça représente 36% de l'empreinte carbone de ce que l'on mange. Donc on voit ici que certains aliments sont, ce n'est pas la quantité de ce que l'on mange qui est importante, c'est plus les choix que l'on va faire de ce que l'on va mettre dans notre assiette qui vont vraiment avoir une empreinte environnementale. On a ici le résultat total de la moyenne des régimes alimentaires au Québec qui représente 2,54 tonnes de CO2 équivalent annuellement pour notre alimentation. Et on voit une idée de la variabilité. Alors, c'est certain qu'ici, ce sont deux exemples, et puis on a une variabilité bien plus grande si on va tenir compte des régimes végétariens, des locavores, tous ces détails-là, pour l'instant, on ne les a pas encore intégrés, et puis c'est les prochaines étapes vers lesquelles on s'en va. Mais on voit par exemple qu'en moyenne, une femme de 19 à 30 ans qui mange moins et qui mange moins de viande a une empreinte plus petite qu'un homme moyen de 51 à 70 ans qui mange plus et qui mange plus de viande et qui du coup a un certain pourcentage d'écart en termes d'empreinte carbone. Donc ça, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée de ce que l'on peut faire et puis la façon, en fait, l'idée, c'est d'être capable de présenter de la manière la plus simple possible des résultats qui pourtant derrière sont très très complexes. Derrière ces résultats-là qui sont parlants, sur la base desquels tout le monde peut prendre des décisions éclairées on a toute une collecte de données très, très compliquée, toute une modélisation environnementale très complexe. Mais l'idée du programme, c'est vraiment d'être capable d'aller le plus possible vers ce genre de livrable-là qui permet d'éclairer la prise de décision pour tout le monde. Donc voilà, je pense que j'ai terminé ma présentation. Super, merci infiniment Cécile. Wow, tellement d'informations, tellement riches et fascinantes et éclairantes en même temps. Merci infiniment. Est-ce qu'il y a, oui, des questions par rapport à l'intervention de Cécile? Mathieu, est-ce que tu as des questions sur ton radar? Un principal commentaire qui traitait effectivement de la vulnérabilité particulière du système alimentaire. Donc, en termes, dans la pandémie, ça l'a fait beaucoup ressortir cette vulnérabilité-là. C'était vraiment les inquiétudes principales de nos gouvernements en début de pandémie, à savoir que la crise pourrait affecter l'alimentation ou notre approvisionnement. Et puis, ça a été adressé, c'est bien, mais le commentaire fait ressortir que malgré cet exercice-là de devoir affronter ce problème, il n'y a pas eu vraiment de prise de conscience sur le fait que le système est vulnérable en soi et qu'il faut le faire évoluer ou le transformer. Donc, c'est un commentaire qui nous est venu. Sinon, Joey, nous attendons s'il y a d'autres questions de la part du public à travers le chat ou à travers Facebook. Puis je lance aussi la demande à France Levert, M. Éric Ferland de Foire Écosphère. Est-ce qu'il y a des questions qui vous sont parvenues? Sinon, du côté de Zoom? Non, pas du côté de Zoom, mais du côté de Facebook. Et est-ce que vous avez reçu des questions pour les conférenciers, pour Joey? Sinon, France, oui, n'hésite pas à intervenir. Sinon, Joey, simplement. Il y a d'autres préoccupations qui ont été exprimées, mais sont plus générales. Peut-être qu'on reviendra à la toute fin. Oui. Plutôt que spécifiquement parce qu'il reste 25 minutes. Moi, j'avais envie de vous demander comment vous voulez utiliser les 25 minutes qui restent. Ce que je propose, c'est que j'ai une question que j'aimerais poser à Cécile et ensuite on peut entamer avec mon intervention que je vais essayer de faire en peut-être 10 minutes. Je vais essayer de faire ça court et comme ça on aura un petit peu de temps pour échanger tous ensemble. Cécile, en fait, par rapport à la boussole, je voulais savoir, est-ce que pour le moment, c'est un outil que vous avez développé vraiment pour vos projets de recherche, pour refaire sortir toutes ces études-là, ou l'objectif de la boussole serait éventuellement de faire en sorte que les citoyens et citoyennes aient accès à cette boussole-là, je ne sais pas, peut-être sous la forme d'une application ou quelque chose, où dans notre quotidien, on est capable de refaire sortir en live
notre empreinte carbone finalement. Oui, tout à fait. L'objectif du programme est vraiment la démocratisation des connaissances. Donc, c'est vraiment axé vers les citoyens. Et c'est vraiment l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut accompagner, informer le citoyen et l'accompagner. L'idée n'est pas de sortir une application. L'idée, c'est de sortir une boîte à outils. C'est-à-dire que toutes ces données que l'on est en train de générer seront pertinentes pour, par exemple, créer une application d'accompagnement ou créer un calculateur d'empreinte carbone sur le web. Mais, par exemple, si je m'adresse à un public d'étudiants, on a l'OBNL Polycarbone, c'est son public cible, elle travaille énormément avec les étudiants et il existe déjà un petit outil basé sur les données de la base de données qui permet de créer des défis en termes d'alimentation basés sur les données de la base de données. On est en train de travailler en parallèle avec l'application Pledge to Lead, donc qui est développée par Concordia, par l'équipe de Damon Matthew, qui vise à un engagement citoyen pour des gestes durables. Donc là, c'est un public beaucoup plus large que celui de Polycarbone. On voit toutes sortes de parties prenantes. En fait, la base de données, quand on a fait le lancement, on avait une 50aine de parties prenantes. Ça peut être utile aussi pour un gouvernement, pour être capable de savoir, en termes de politique publique, c'est où que c'est le plus pertinent d'aller mettre des efforts. Ça peut être utile aussi pour une entreprise. Si je suis une entreprise dans le domaine de la production alimentaire, peut-être que j'ai intérêt à aller regarder justement, non pas les résultats que j'ai présentés, mais à aller regarder sur le cycle de vie, c'est quoi qui compte vraiment. Donc, on voit que les mêmes données peuvent être utiles, non seulement pour les citoyens, mais pour tous ceux qui veulent accompagner les citoyens dans la transition. C'est pour ça qu'on parle de boussole. On veut pas en fait, on veut pointer dans la bonne direction, mais sans dire aux gens comment y aller. On va plus dire aux gens, si vous regardez où sont les choses qui comptent vraiment, voilà les enjeux. Et on a un projet on a déposé une énorme demande de subvention dont on espère qu'elle va être financée, mais avec le projet justement de Québec Zen, avec l'idée d'avoir un aller-retour entre les citoyens et les scientifiques pour justement interroger la boussole, pour être capable de co-construire ces gestes qui sont les plus pertinents. Et je pense que c'est des projets qui sont vraiment stratégiques actuellement pour pouvoir, on parlait de chantier tout à l'heure, Normand, pour pouvoir accompagner des chantiers et puis passer à l'action en pointant sur ce qui va vraiment être le plus efficace, étant donné ce qui compte le plus. Super, c'est fascinant et tellement important et vraiment au bon moment. Puis oui, il va y avoir plusieurs parties prenantes qui vont être prenantes finalement de votre travail. On va diriger plein de monde vers la boussole. J'imagine qu'il y a un site web, c'est ça? Alors, en ce moment, on est en phase de financement de la boussole. S'il y a des gens qui sont intéressés à embarquer, je suis en train de créer une chaire de recherche qui va être la chaire qui va permettre de réaliser la boussole. Et donc, n'hésitez pas à me contacter. On est en train de monter tout ça et on va essayer d'opérationnaliser tout ça grâce à ce financement-là. Normand, je vois qu'il y a Normand qui vas-y. Ben, en fait, en lien avec les chantiers, je pense que l'usage de ce que vous faites est immédiat. Parce que, en fait, on a un travail à faire de priorisation des chantiers. Le travail a commencé, mais je ne suis pas sûr qu'on est allé au fond des choses parce qu'en fait, la plupart des chantiers s'orientent vers une approche de collectivisation. Donc, lorsqu'on parle, par exemple, du transport au quotidien, on parle de partage de véhicules électriques, donc d'infrastructures de partage de véhicules électriques. Lorsqu'on parle d'alimentation, on parle de pôles agroalimentaires. Lorsqu'on parle de logement, on parle de boucles géothermiques communautaires. Donc, en fait, immédiatement, lorsque j'ai commencé à voir un peu comment vous départagiez les émissions carbone, ça me fait dire que, dans le fond, même au niveau de la DUC, puis des chantiers qu'on a mis en place, il y aurait peut-être une réorganisation prioritaire à faire qui devrait être faite immédiatement, en fait. On pourrait modifier l'ordre des priorités qu'on demande en termes d'intervention. Ça, la priorisation, ça passe par un diagnostic et c'est ça qu'on est en train d'essayer de développer. C'est de quoi faire un diagnostic pour être capable de savoir ce qui compte vraiment. Très intéressant. Merci encore. Alors, je vais enchaîner sur mes diapos et je vais tenter de faire ça en 10 minutes. Comme ça, ensuite, il nous reste 10 minutes pour échanger ensemble. Alors, je partage mon écran.
vous voyez bien mon écran? Ok, parfait. Alors, la question en quelque sorte qui est associée à ma petite intervention, c'est comment peut-on encourager les initiatives citoyennes et comment faire évoluer les modes de gouvernance afin que nos actions et stratégies collectives garantissent, bon, c'est un grand mot, garantir, mais une résolution positive des crises actuelles au bénéfice des citoyens actuels et futurs de Montréal. Alors, je m'intéresse particulièrement à la gouvernance au niveau de ce qu'on pourrait appeler l'hyperlocalité, alors au niveau hyperlocal, principalement les arrondissements à Montréal. Alors, mes réflexions autour de la gouvernance hyperlocale, ça a commencé à cheminer il y a quelques années quand c'était compliqué pour moi de me retrouver un peu dans tous ces niveaux de gouvernance qui touchent à la crise climatique. Alors, on en parle bien sûr au niveau international, au niveau fédéral, provincial, municipal. Ensuite, il y a les arrondissements, il y a les ménages. On en a discuté voilà, avec la présentation de Cécile tout à l'heure. On a parlé des biorégions avec Normand et finalement jusqu'à l'individu. Alors, je voulais mettre ça devant moi et essayer de comprendre dans notre contexte québécois, montréalais, c'est quoi qui se passe, parce qu'il y a plein de choses qui se passent ou qui ne se passent pas et qui devraient se passer à tellement de différents niveaux que voilà, moi je me retrouvais un peu comme ce petit bonhomme à gauche, un peu étourdi, puis j'avais de la misère à comprendre c'est où qu'on devait mettre l'effort pour avoir le plus grand impact et essayer de démêler ces questions de gouvernance climatique. Et comme je disais, mon intérêt était vraiment de qu'est-ce qui doit se passer pour enraciner la transition écologique, enraciner la décarbonisation de notre économie, de notre société. Alors, j'ai été beaucoup impliqué dans des groupes citoyens à travers Montréal de manière directe, indirecte. Et voilà, et puis rapidement, je pense que surtout depuis 2012, quand on a eu la consultation publique sur l'agriculture urbaine, on a commencé à s'intéresser à l'alimentation au niveau local. Depuis ce temps-là, on a vu à travers les années vraiment une prolifération de différents groupes citoyens communautaires qui ont commencé à émerger dans les différents quartiers de Montréal. Là, ce n'est pas une liste exhaustive, pas du tout, mais c'est juste certains de ces groupes-là qui parlaient de transition avant même qu'on en parle dans les médias, avant même qu'on en parle dans l'espace public. C'était des groupes de citoyens déjà en quelque sorte en transition. Certains qui se nomment transition parce qu'ils font partie de ce réseau des villes en transition, qui est un réseau qui a émergé en Angleterre en 2004-2005, Transition Network. Alors, par exemple, on a Transition NDG, il y avait Villeray en transition, un des premiers groupes. Il y a certains qui se sont associés à ce réseau-là. Il y en a d'autres qui n'ont pas adopté le mot transition, mais quand on regarde leurs activités, effectivement, ils sont dans des démarches, des initiatives de citoyens en transition, notamment Solon Collectif dans Rosemont, Demain Verdun, bref. Et ils se rejoignent maintenant de plus en plus, ces groupes-là se parlent, échangent, et ça a donné, entre autres, le réseau qui sont À nous les quartiers. Et alors, on commence de plus en plus à réfléchir à des stratégies communes au niveau des arrondissements pour se réapproprier nos quartiers, se réapproprier nos arrondissements. Et ce sont des groupes de citoyens en transition qui touchent à plusieurs de nos systèmes, que ce soit alimentaire, transport, partage d'outils comme la bibliothèque d'outils dans Villeray, la remise. On parle bien sûr de lutter à la gentrification, le droit au logement abordable. Bref, vraiment, tous les besoins de base des citoyens, on est en train d'y réfléchir collectivement au niveau hyper local à travers des initiatives concrètes. Voilà, alors on voit qu'on pourrait considérer ces initiatives comme des projets brèches qui investissent un peu les espaces vides, je dirais, dans nos institutions pour essayer de répondre à des besoins bien concrets et de manière collective et de manière, je dirais, plus démocratique. Alors, comment peut-être essayer de comprendre le rôle de ces citoyens en transition, ces groupes-là, comment est-ce qu'on peut essayer de mieux comprendre
le rôle de pivot qu'ils peuvent jouer au niveau des arrondissements. Mais si on prend un arrondissement à Montréal, il y a plusieurs, je dirais, entités, regroupements, organisations, secteurs qui opèrent dans nos arrondissements, alors que ce soit au niveau de la santé avec les CHSLD, les CLSC, que ce soit déjà les écoquartiers qui offrent un service depuis longtemps au niveau de l'environnement, du développement durable, pas nécessairement la crise climatique, mais qui commencent à développer des choses. Il y a bien sûr les tables de quartier qui sont des regroupements qui sont primordiales au niveau de la gestion et de la vie sociale dans nos arrondissements, qui touchent à plein d'enjeux de justice sociale et qui sont très importants quand on veut faire ce lien entre justice sociale et justice climatique. On voit que quand on ne fait pas ce lien-là, ça risque de créer de la polarisation au niveau de notre société. Et ce n'est pas ça qu'on veut comme résultat. Il y a bien sûr des communautés religieuses, il y a des minorités culturelles. Bref, on comprend que rapidement, il y a une panoplie d'acteurs, de parties prenantes au niveau de nos arrondissements. Puis, quel est le rôle finalement que ces groupes de citoyens en transition peuvent jouer pour aller connecter avec ces différents acteurs et essayer d'amener une approche plus collective à ces questions de transition écologique, décarbonisation, dans une perspective d'équité et de justice sociale. Surtout quand on sait qu'il y a le plan d'action climat de la ville de Montréal qui était supposé être lancé en avril de 2019, ou bien c'était, je me perds un peu dans le temps là. Bref, ils devaient lancer leur plan climat et ça a été retardé à cause de la COVID. Et c'est imminent. Je pense que c'est entre Québec Zen et le plan d'action climat de la ville de Montréal qui va sortir avant l'autre, ou même peut-être qu'ils vont coïncider le même jour à voir. Et c'est de se dire, ces plans-là, qui ont été travaillés par des experts au niveau de Québec Zen, c'est vraiment un travail collectif. Comment est-ce qu'on va traduire ces plans-là dans les actions concrètes qu'elles veulent mettre en place au niveau des arrondissements et enraciner cette transition-là? Et encore une fois, quel rôle pour ces groupes de citoyens? Fondamentalement, perso, à travers mes réflexions, je vois ça comme c'est une question de démocratie participative. À Montréal, on a déjà beaucoup de choses qui se font au niveau de l'OCPM, l'Office de consultation publique de Montréal. On pourrait dire que si on regarde cette échelle-là, au niveau de les différents niveaux de participation citoyenne, probablement que ce qu'on voit de manière générale avec l'OCPM, c'est qu'on est plutôt dans une consultation, dans une démarche de consultation et parfois ça peut être dans une démarche d'implication, comme on a vu récemment avec l'OCPM sur la Chine Est, qui a un projet pour devenir un des premiers projets de redéveloppement immobilier qui vise la carboneutralité. Et là, c'était une consultation publique qui a été partie par un groupe de citoyens, Imagine la Chine Est, en collaboration avec l'arrondissement et en amont même des plans des développeurs immobiliers. C'était au-delà de juste consulter les citoyens, c'était plus d'impliquer les citoyens. Mais il me semble que face à notre crise de la COVID, face à la crise climatique, on a besoin de tranquillement et peut-être même rapidement commencer à monter les échelons plus élevés de cette échelle de participation citoyenne pour arriver à ce que les citoyens puissent s'approprier un certain degré de pouvoir dans les prises de décision. On n'est plus dans la consultation ou juste dans l'implication, mais on est dans comment est-ce que les citoyens puissent faire partie de la prise de décision par rapport à qu'est-ce qui se fait ou qu'est-ce qui ne se fait pas au niveau des quartiers et des arrondissements de Montréal pour essayer de combler ce gap souvent de polarisation qu'on voit face à ces crises-là, dans une perspective de créer la ville qu'on appelle la ville de 15 minutes où on peut avoir accès à nos services de base rapidement, de manière sécuritaire et de manière abordable, à travers des circuits courts qui nous permettraient de réduire notre empreinte écologique et notre empreinte carbone. Juste il y a quelques jours, il y a une super initiative dans ce sens-là qui a été lancée par l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie en collaboration avec Solon Collectif
pour travailler un plan de transition écologique et de décarbonisation au niveau de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie. Et dans cette initiative-là, ils sont accompagnés par le centre, ce n'est pas le centre de recherche, c'est la chaire de recherche sur la transition écologique de René Audet à l'UQAM. Et je trouve que c'est une initiative super intéressante qui va dans cette direction-là de se dire comment on se réorganise au niveau des arrondissements pour répondre à la crise climatique et intégrer les enjeux de justice sociale et les enjeux de crise sanitaire, le tout en donnant un plus grand espace à la prise de décision par les citoyens. Si vous êtes intéressé à creuser cette question-là des municipalités en transition au niveau hyper local, je vous recommande fortement ce réseau qui s'est développé ces dernières années à partir des expériences européennes, Municipalities in Transition. Il y a beaucoup d'outils de documentation, de travail de recherche qui ont été faits pour pouvoir s'approprier l'information et la connaissance, la démocratiser et la mettre au service des citoyens et des décideurs. Voilà. Alors, je finirai sur ça. Moi, en tout cas, réfléchir à ces groupes de citoyens en transition au niveau des arrondissements de Montréal et comment mieux les outiller, leur donner du empowerment pour qu'ils puissent prendre des décisions avec les arrondissements et d'autres groupes qui, habituellement, ne sont pas sur la crise climatique, mais sont sur des enjeux de justice sociale et des enjeux de crise sanitaire, pourraient peut-être commencer à mettre les bases, travailler ce terreau fertile pour enraciner une transition juste, équitable et qui répond à l'impératif de décarbonisation et la crise sanitaire. Voilà, et il nous reste 10 minutes, alors... oui, à peu près 10 minutes. Je pense que, Mathieu, tu regardes les interventions, puis j'ai vérifié dans le Facebook Live, je n'ai pas vu dans les intervenants qui sont de ce côté-là, de questions spécifiques. Il y en a quelques-unes dans la conversation ici. Alors, je te laisse aller pour les quelques minutes qui restent. Il n'y a pas encore de questions. Ça va possiblement venir. Il y a des Mais par contre, il y a des commentaires positifs. Oui, c'est ça. Il y a des commentaires positifs, à savoir pour la boussole durable. Certains trouvent que c'est un outil génial. Donc, je peux ajouter pour ma part que ça va être fantastique quand ça va être disponible pour canaliser ou pour orienter des actions. Donc, sur ce, je laisse les conférenciers entre eux peut-être également échanger sur la dernière question. Et puis, donc, je reviendrai à la fin pour des remerciements et puis également pour les gens de Foire Écosphère. Donc, Joey. Je ne sais pas, moi, j'avais quand même comme une question. Là. Je ne sais pas si tu l'as vu comme un commentaire, mais si je peux me permettre dans les 3 minutes qui restent entre les deux, parce que Cécile a parlé de rapprochement, en fait, de la science et des élus pendant la pandémie, et c'est souhaitable aussi par rapport à l'urgence climatique. Sauf que comme citoyen, on a pu se sentir pris en otage ou impuissant par rapport à des décisions. Est-ce que on aurait pu faire autrement, d'après vous? Est-ce que dans des initiatives citoyennes dont on parle, Normand a parlé d'une façon très éloquente de la mobilisation, comment amener les gens à changer aussi? C'est une excellente question. On a connu là, est-ce que ça nous enseigne quelque chose par rapport à comment on veut travailler avec les gens, les mobiliser pour aller vers de l'intervention concrète je pense que ça soulève pour l'urgence climatique? Je pense que ça soulève beaucoup de questions par rapport à la communication et la manière dont on communique et dont on est capable de façon transparente d'expliquer aux gens. Moi, j'ai quelque chose qui m'anime énormément, c'est la question de comment est-ce qu'on peut communiquer des choses très très complexes sans trop les simplifier et sans perdre les citoyens. C'est-à-dire que je pense qu'on devrait pouvoir faire confiance aux gens pour comprendre des choses qui sont très très compliquées à un certain niveau de complexité quand même. Je pense qu'on ne peut pas cacher toute la complexité des choses. Et je pense qu'en ce moment, on est devant un cas extrêmement complexe. Je n'aimerais pas du tout être dans la peau d'un décideur en ce moment, parce qu'il y a une panoplie de conséquences dans toutes les directions dont il faut tenir compte dans la prise de décision. Mais je pense que quelque part, il y a toute une petite couche de manque de transparence
par rapport à qu'est-ce qui guide la décision. Et justement, parce que c'est trop complexe, je pense qu'on n'ose pas expliquer l'ensemble des paramètres qui sont pris en compte parce que c'est très, très compliqué. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on se sent démuni en tant que citoyen. Je pense que peut-être qu'on pourrait aller vers quelque chose de moins coercitif et de plus un engagement s'il y avait cette couche de compréhension des citoyens de qu'est-ce qui fait quoi et pourquoi est-ce qu'il faut faire certaines choses, en fait. Le pourquoi de toutes ces prises de décision est expliqué, mais dans un flou de simplification qui fait en sorte que je pense qu'on perd. Et c'est un défi énorme, la question de comment est-ce qu'on communique des choses complexes. Moi, j'aime beaucoup parler de développement durable en disant à peu près tout le monde a son opinion sur ce qui est plus durable qu'autre chose. On a tous nos intuitions environnementales. Mais en réalité, quand on commence à analyser le cycle de vie d'une prise de décision, on se rend compte que c'est infiniment plus complexe et que la plupart du temps, la réponse c'est ça dépend. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de avec quel type d'énergie est-ce que ça a été produit, dans quel pays, c'était quoi les distances, c'était quoi c'est quoi les taux de perte, c'est quoi, et toutes ces choses-là vont faire basculer la préférence d'un produit à un autre. L'emballage, tout à l'heure on parlait de gaspillage alimentaire, l'emballage c'est vu comme la cible de tout activiste environnemental, les maudits plastiques qu'on retrouve dans les océans, et je travaille beaucoup sur les plastiques, mais l'emballage ça limite le gaspillage alimentaire. Et il y a beaucoup de questions comme ça qui sont en réalité, quand on commence à les décortiquer, beaucoup plus complexes. Maintenant, est-ce que parce que c'est plus complexe, on veut les simplifier et donner juste la réponse finale aux citoyens, ou est-ce qu'on veut décortiquer cette complexité et essayer de faire de la pédagogie pour que les gens soient justement aient le pouvoir de comprendre pourquoi est-ce que c'est si nuancé, pourquoi est-ce qu'on répond ça dépend, et ça dépend de quoi, parce que c'est de ça dont on a besoin aussi comme information. Donc si on est capable de savoir ça dépend de quoi, après on est capable d'orienter notre action chacun et de travailler tous ensemble avec ces connaissances. Mais je pense que l'éducation, la pédagogie, la communication, c'est des éléments clés qui ont peut-être été un petit peu oubliés, bien qu'il y ait eu des choses aussi fantastiques qui aient été faites en termes de communication. Je trouve que les médias, dans la crise de la Covid, il y a eu énormément de travail, de vulgarisation scientifique, de démystification de certaines fausses vérités. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut dire qu'on a été complètement laissé à côté aussi. Je vois que Joey est sur le point de parler. Oui, non, mais en fait, voilà, la question sur laquelle j'avais envie de rebondir, c'est de te demander, et cette vulgarisation-là, cette communication, c'est la responsabilité de qui en quelque sorte? Parce que je sais que beaucoup dans la recherche académique, les chercheurs n'ont pas nécessairement le temps de packager, si je peux dire, l'information de manière à ce que ça puisse être assimilé tout en gardant les complexités. C'est pas non plus, jusqu'à un certain point, c'est le rôle des gouvernements, mais qui sont souvent peut-être pas outillés aussi à le faire, ou en tout cas, il y a un gap, il me semble, à ce niveau-là. Les médias, oui, le font à certains égards. En même temps, on navigue beaucoup dans tout ce qui est post-vérité et tout ça, l'impact des réseaux sociaux. Comment est-ce que tu verrais l'opérationnalisation de cette pédagogie-là? Je pense que on revient à la question de la transdisciplinarité, de la co-construction, de l'interdisciplinarité. Je pense que toute seule, je suis pas capable de faire j'ai adoré cet exercice qu'on a fait, par exemple, que j'ai présenté tout à l'heure, de transformation de données scientifiques en un article avec Geoffrey Dira. Ça a été un travail d'aller-retour et dans les deux sens, dans le sens où moi, j'aurais sorti quelque chose qui aurait été incompréhensible. Lui, il a été capable de travailler pour faire des visuels qui sont très, très parlants et démocratiser les connaissances. Donc, je pense qu'il faut qu'on ait l'humilité, en tant que scientifique, d'aller co-construire, d'aller chercher de l'aide auprès de ceux qui savent faire. Nous, on a une certaine partie de la connaissance, mais comment est-ce qu'on communique? Comment est-ce qu'on passe à l'action? Comment est-ce que... Là, le but de ma future chaire sur la consommation durable, c'est justement d'être dans la transdisciplinarité, c'est d'aller chercher des experts en comportement, des experts en intelligence artificielle, des experts en communication, parce que moi, je suis capable de faire la quantification des impacts, c'est tout. C'est ça mon champ d'expertise. Je ne peux pas faire tout le reste. Et c'est de le faire avec des citoyens, et c'est de le faire avec des... C'est vraiment de la co-construction. Je pense qu'on est devant un problème qui est trop complexe
pour que le scientifique tout seul soit capable de le résoudre ou le citoyen tout seul soit capable de le résoudre. Donc, il faut justement que l'on ait un dialogue, il faut qu'on soit tous ensemble. Et ça passe par des centres de recherche, de transfert de connaissances, Oui, transdisciplinaires, etc. le CIROD, je pense, a un rôle à jouer là-dedans, le Ouais. centre en opérationnalisation du développement durable. Je pense que c'est l'une de ses missions. Est-ce on peut poser la question aussi du côté de Normand qui travaille beaucoup en mobilisation, qui est toute une façon de travailler qui a ses chemins là, pour arriver à préparer le terrain, comme il a si bien dit, pour travailler avec des militants. Alors, on parle de peut-être autre chose aussi. Puis, peut-être qu'il est 18h31. Je ne sais pas si vous voulez dire chacun un petit mot. Mathieu, tu vas ajouter quelque chose. Moi, je veux juste rappeler que de toute façon, la conversation, elle est enregistrée. Elle va être disponible pour consultation jusqu'en décembre. Donc, ce sont des contenus qui restent pour que les gens qui ne pouvaient pas être là maintenant ou qui puissent entendre tous vos messages. Puis merci encore d'être là. Puis merci à la coalition et tous ceux qui ont préparé ça. Et j'arrête. OK. Donc, je veux, au nom de la Coalition Climat Montréal, vraiment dire un grand merci aux 3 conférenciers pour leurs préparatifs, pour leur bel enthousiasme. On croit beaucoup que, c'est sûr que dans la pandémie actuelle, ça a forcé des changements et c'est une obligation pour tous de s'adapter. Et puis, on le sera de toute façon obligé d'adresser un jour ou l'autre les problèmes de changement climatique. Donc, pourquoi pas faire d'une pierre deux coups, y réfléchir. Et puis, donc, merci aux conférenciers d'avoir contribué. On leur souhaite également beaucoup de succès dans chacune de leurs démarches. Puis on espère pouvoir collaborer avec vous de multiples façons. On croit qu'effectivement, comme il a été mentionné, les citoyens, c'est très important qu'on puisse chacune prendre l'initiative, faire des actions qui s'additionnent les unes aux autres et ça crée un effet multiplicateur, un grand mouvement collectif. Donc, c'est à travers le dialogue, comme il a été mentionné, qu'on peut vraiment arriver à un mouvement collectif qui soit cohérent, complet et qui adresse les vrais enjeux. Bien, sur ce, merci pour vos sujets apportés, qui vont être des sources d'inspiration. Effectivement, ça va être retransmis sur Facebook, donc n'hésitez pas à retransmettre le lien, effectivement. Et puis également, de la part de la coalition, merci à Foire Écosphère de nous avoir invités. Et donc, c'est un grand privilège. Puis on espère également beaucoup de succès dans vos démarches futures pour l'organisme Foire Écosphère. Donc, oui, puis il y a des merci dans la conversation, dont Isabelle, qui est d'une petite ville en Estrie, qui remercie et qu'elle va essayer de son mieux pour implanter des petites puces aux oreilles de ses élus municipaux. Donc, il y a plusieurs expressions de remerciement. Puis, je n'ai pas entendu Normand, j'aurais aimé ça l'entendre quand même sur le dernier sujet, mais bon, si... le dernier sujet étant les bâtiments patrimoniaux, c'est ça? Non, bien sur la mobilisation, là, on parlait de mobilisation, on parlait de l'importance de l'éducation, de la communication. Je peux mentionner, effectivement. Donc, c'est officiellement, en tout cas, on a dépassé le temps, mais si Normand veut profiter encore de quelques minutes, pour ceux qui veulent bien rester, donc 2-3 minutes, Normand, le mot de la fin. Ben merci. Mais en fait, c'est le défi continu, en fait, c'est de voir où en sont les gens. Au niveau de la déclaration d'urgence climatique, en fait, c'est lorsqu'on a fait les premiers dépôts qu'on a réalisé, parce qu'on avait fait d'autres tests avant, mais quand on a fait les premiers dépôts dans les municipalités, on a des élus qui sont venus nous voir et nous ont dit, écoutez, vous venez de mettre des mots avec votre déclaration sur quelque chose qu'on vivait depuis des années, puis qu'on n'associait pas à la réalité des changements climatiques. Et à mon avis, c'est toujours ça, c'est-à-dire que le travail en stratégie, c'est vraiment d'essayer de réfléchir et de voir quel serait l'ancrage le plus prometteur dans les milieux et après ça, prendre l'information qui est pertinente
à cet ancrage-là et trouver la façon de mettre cette information-là en forme pour que ça devienne un outil pour les gens, un outil d'utilisation immédiate et un outil d'utilisation de proximité. C'est ça le plus gros défi, parce que si les gens ne voient pas l'usage immédiat de la chose, les chances qu'ils se l'accaparent et essaient de le transformer pour le rendre utile sont beaucoup moindres. Fait que l'essentiel de mon travail à moi, c'est ça, c'est d'essayer de voir la réalité du terrain, les ancrages possibles et comment prendre une information. C'est ce qu'on a fait dans le cas d'Énergie-S d'ailleurs avec l'eau potable. Bien des gens voulaient qu'on travaille sur le dossier Énergie-S, par exemple, avec un ancrage qui aurait été les changements climatiques, les émissions de GES, du pétrole rendu. Mais pour les gens, dans leur quotidien de tous les jours, ça ne voulait pas dire grand-chose. Lorsqu'on a eu l'eau potable, puis là, on a commencé à étayer la documentation et le matériel et le twister en fonction de mettre en exergue le fait que l'eau potable, essentielle à la vie, leur eau potable pourrait être menacée. Ben, c'est là que ça l'a contaminé. C'est là qu'à un moment donné, les gens ont pris conscience que là, il y avait vraiment un problème et que ça nous touchait dans notre quotidien. NRJS, c'était un pipeline qui passait le long du Saint-Laurent à proximité des infrastructures d'approvisionnement de millions de personnes sur l'île de Montréal et à Québec. Donc, on avait tous les usines de traitement de l'eau qui s'approvisionnaient dans l'endroit où un écoulement pourrait se faire. Donc là, ça devenait un enjeu d'une pertinence immédiate pour les gens. Et là, l'ancrage semblait fonctionner parce que là, on voyait que les gens voyaient la pertinence et ça devenait viral. Donc, je vais arrêter là, mais c'est un peu ça le défi, là. Conclusion? Mais merci beaucoup, Normand. Puis juste moi, j'aimerais mentionner deux petites choses. Cécile, je rentrerai en contact avec toi par courriel. Je sais que tu dois être extrêmement occupé, mais voilà, je pense qu'il y a un beau projet dans l'arrondissement du Sud-Ouest au niveau de l'impact carbone des citoyens de l'arrondissement. C'est une initiative qui est menée par l'arrondissement, qui a ses tout débuts. Alors, à un moment donné, je pense qu'une fois que le projet avance, il y aurait quelque chose d'intéressant à faire à ce niveau-là. Et aussi, moi, je travaille avec des entrepreneurs sociaux. Et notamment, il y a une entrepreneure brillante qui lance une application pour mesurer finalement l'impact de la consommation des consommateurs. Et à un moment donné, aussi, une fois que le projet avance, j'aimerais peut-être te contacter à ce sujet. Excellent. Super. Et Normand aussi, moi, je vais te revenir éventuellement sur ton projet de bâtiments patrimoniaux parce que je trouve ça super intéressant. On en avait jasé à l'anniversaire de la coalition avant la pandémie, rapidement. Mais tu m'as rappelé de cette initiative-là et je pense qu'elle est très porteuse. Et en tout cas, j'aimerais échanger éventuellement, peut-être en début de l'année prochaine avec toi à ce sujet-là. Parfait. Super, merci tout le monde. Merci France, merci Mathieu, merci tous les participants qui sont toujours avec nous. Merci Jean-François Boisvert. Et à très bientôt tout le monde. Bonne continuation. Belle fin de semaine. La température est clémente. Profitez bien. Et à bientôt. Merci. Merci à tout le monde. C'est très apprécié. Merci Eric. Merci à toi. J'espère qu'on va se revoir bientôt. À bientôt. Comme on dit chez nous, Inch'Allah. Bye bye. Salut bien.